La planche. La planche. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans La Planche, Tu vois la planche comme les planches de bande dessinée. le podcast qui explore les profondeurs du métier d'auteur et d'autrice de bande dessinée. Une production du musée de la BD de Bruxelles. Je m'appelle Ronan Chabra, Bonjour. jeune auteur en herbe. J'adore poser et me poser des questions. Qui suis-je? Où vais-je? Mais tais-toi, toi. J'ai eu la chance et l'honneur de pouvoir m'entretenir avec plusieurs auteurs et autrices de bande dessinée afin de leur poser des questions et d'explorer avec eux les méandres de la création. Dans cet épisode, c'est en compagnie d'un certain nombre d'entre eux que j'explore les notions d'improvisation et de structure. Quoi? Je vais préciser, Bah ouais, parce que là... quand on fait de la bande dessinée, à quel point structurer ces histoires, son dessin, à quel point laisser de la place à l'improvisation, préparer les choses ou lâcher prise. Freestyle. Quels sont les avantages et désavantages à trop aller dans l'une ou l'autre direction? Alors lui, il aime bien se prendre la tête. Et alors, il y a un problème? Non, mais je dis juste ça, comme ça. C'est avec cet état d'esprit et mes quelques a priori personnels que je suis allé recueillir des réponses à mes questions qui, j'espère, vous intéresseront autant qu'elles m'ont intéressé. Ok. Bonne écoute. On y va? Mais sa vie, c'est cette armoire à glace qu'il a remise à sa place. Est-ce que toi, dans ta manière de travailler, tu te définirais plutôt structuré ou instinctif? Les deux. Il faut une structure pour faire de la bande dessinée. Il faut, une structure parce que c'est un travail dans la longueur, c'est pas un travail dans le sprint, dans le rush final, c'est dans la longueur. Manuel Fior, auteur entre autres des bandes dessinées L'Entrevue et Hypericon. Mais dans cette structure, j'essaie de garder l'instant plus brutal qu'il y a. J'étais toujours fasciné par les expériences de Moebius d'improvisation en bande dessinée. Je trouve que c'est toujours peu exploité cette possibilité de la bande dessinée d'improviser. Dans la peinture, on a des peintures qui racontent toute une histoire de penser la peinture. Dans la bande dessinée, quand même, on reste toujours très lié au concept de storyboarding, planification d'une histoire, comme ça. Alors que, comme Moebius disait, il y a des histoires à forme de maison, mais il y a des histoires à forme d'éléphant, de forme d'allumette, à forme de champ de grains, de blé. Sauf pour la dernière bande dessinée que j'ai réalisée, tous les autres, c'est des improvisations. Ah, toutes? Oui, Ouais. toutes. On commence avec la première page, on sait plus ou moins qu'on va aborder un certain thème, mais on ne sait pas comment, qu'est-ce qui va se passer. Il y a des personnages qui ne sont pas du tout planifiés, qui arrivent. Il y a des personnages qu'on pensait qui étaient les principaux et qui, après quelques pages, ils disparaissent. Du coup, j'essaie de garder cet côté très, aventureux de l'expérience en bande dessinée. Parce que c'est une aventure, c'est une entreprise qu'on fait. Non? Et surtout, comme ça me prend beaucoup de temps pour faire une bande dessinée, il y a beaucoup de choses dans la vie qui se passent aussi pendant le travail. Et la personne qui a commencé la bande dessinée, c'est pas toujours la même qui la termine. Du coup, ça doit rentrer, je pense. Et ça se sent dans la manière dont ensuite tu dessines tes Après, planches. j'espère. J'espère que ça donne... tu sais, quand il y a un sentiment de surprise, toi, dans une tournante dans l'histoire, si tu ressens comme une épiphanie, une surprise, c'est probable que aussi le lecteur ressent ça. Parfois, je me suis dit, par exemple, quand je faisais l'entrevue, il y a la première scène où ils sont dans la chambre de lit, les deux, la couple, ils sont sous la cinquantaine, et j'arrivais pas à faire un bon dialogue entre les deux. Et du coup, je me suis dit, mais peut-être c'est la fin du dialogue, c'est la fin de leur histoire. Du coup, on commence avec la fin de leur couple. Et tout de suite, la femme, qui devait être un personnage principal, passe à côté, il reste l'homme, mais après il y a Dora qui devait être juste une patiente, parce que lui il est psychothérapeute. Il y a Dora qui sort de l'eau et qui devient plus tridimensionnelle. Je comprends que c'est beaucoup plus intéressant de faire parler deux générations. Voilà, c'est des choses qui se mettent en place comme ça. Et quand il y a cette surprise, par exemple, la chose encore plus flagrante,
quand j'ai commencé l'entrevue, j'avais aucune idée que c'était une histoire dans le futur. On le découvre à fur et à mesure. Et moi, je le découvrais à fur et à mesure que Ah, tu c'était le découvrais décalé. en même temps, alors. Oui. Ah. Et du coup, j'ai pensé que la voiture du début, que c'est une voiture d'aujourd'hui, c'était une voiture d'époque. Et je jouais, comment dire, live sur ces choses. Je les découvrais, je les dessinais. Et ça, je trouve que c'est marrant. de- Donc ce que tu aimes dans l'improvisation, c'est ce côté aventureux, alors. Le fait d'être sur le fil, que ce soit un peu risqué Oui, aussi. c'est risqué. Oui, 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 oui. Mm. Oui, oui, ça c'est... Ben, c'est un exercice un peu aussi de risque, aussi du cirque, un peu. Et aussi, c'est un exercice de simulation de la vie réelle. Nous, on sortira après cette interview, on ne sait pas exactement ce qui va se passer dans notre vie. Et je pense que pour que l'histoire soit vivante, doit avoir cette... c'est pas, enfin, toi, tu sais qu'est-ce que tu feras demain, dans une semaine, mais tu sais pas exactement si les choses vont se passer exactement comme ça, s'il y aura un prévu. Et ça, je trouve que c'est bien, parce que c'est une œuvre quand même artistique. Ça doit être vital, ça doit être pas une exécution d'une histoire que tu avais écrite il y a 3 ans. Et au cours d'une improvisation, est-ce que c'est déjà arrivé que tu arrives à un cul-de-sac, que tu sois bloqué? Oui, bien sûr, ça c'est le risque. Il Mm. faut revenir à l'arrière. Mm. Il faut couper des pages comme dans un film, il faut couper au montage, revenir au point où tu t'es un peu planté et recommencer. Quand tu improvises, c'est très important que chaque page soit bien collée avec l'autre. Il doit y avoir comme une espèce de miel entre les pages qui te tient toujours attaché à la narration. Et alors, tu peux te planter, mais normalement, ça marche. Parce que, par exemple, si tu fais une dizaine de pages qui sont très calmes, après, tu sens la nécessité de casser. Alors, il y a une vitre qui se casse, quelqu'un qui rentre dans une maison. Enfin, c'est toute une espèce de musicalité que tu commences à ressentir. Et c'est un processus très différent du storyboard, parce que dans le storyboard, tu regardes tout de haut. Tu vois, tu éclaires tout et tu sais toutes les choses qui vont se passer, tous les ficelles. Alors que l'improvisation, c'est plutôt, tu as une lampe et tu rentres dans une maison et tu ne sais pas exactement ce qu'il y a dedans. C'est excitant aussi. Ah oui, tu n'as pas le plan de la Tu maison. n'as pas le plan de maison. Hein. Tu découvres la maison au fur et à mesure. Oui. Ce qui est un peu effrayant du coup quand on a une lampe et qu'on est de plongé dans le noir. Si on suit cette C'est métaphore. des histoires aussi passionnantes. Oui. Ah oui, oui. Ah, oui, Pour la suspense. Je me laisse des petits cailloux tout du long, en me disant peut-être que je vais pouvoir récupérer ça plus tard ou pas. En tout cas, je me laisse des moyens de le faire. Lewis Trondheim, auteur entre autres de la série Lapino et co-auteur avec Johan Sfar de la série Donjon. Jean Van Damme qui m'a croisé une fois, c'était au Salon du Livre de Genève, venait de sortir Blackton, donc mon premier Lapino chez Dargaud en couleur, qui est un western, et il vient vers moi en me disant « Ah, c'est toi Trondheim Ah, vraiment, j'ai lu Blackton et je l'ai même lu une deuxième fois dans la foulée pour comprendre la structure. » Donc je lui ai dit bah, « Merci », sauf que pour moi, j'avais improvisé. Alors que lui, il a vu une structure un peu inédite au niveau de la narration, mais qui lui a plu. Mais pour moi, c'était pas structuré. Mais bon, c'est... Comme si malgré tout, ça se structurait. Parce que bah, on fait partie maintenant, enfin moi je suis né en 64, mais toutes les générations après, on était gavés de feuilletons, de télé, et de romans. Et donc les structures, inconsciemment, je connais les structures, comment on fait une structure. Mais je ne vais pas faire des structures classiques, mais en tout cas, je sais à peu près comment me raccrocher aux branches et faire en sorte que si j'ai une tension dramatique, ben, je sais où elle va, je sais pourquoi, faire en sorte qu'il y ait des relationnels intéressants entre les personnages, de ne pas être dans des clichés, parce que bah, si c'est pour faire le Xème album déjà vu, moi ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas besoin de ça pour gagner ma vie. Ce qui me plaît, c'est de partager avec d'autres auteurs un scénario ou de dessiner moi-même des choses qui vont me surprendre un minimum. Sinon on fait tous chat GPT et puis voilà.
Alors c'est peut-être prétentieux de ma part de le dire, mais bon, c'est pas grave. J'aime bien l'idée de ne pas faire des albums Kleenex. Et du fait que je sois beaucoup en improvisation, même s'il y a une forme de structure qui se prépare dans ma tête, le fait d'être en improvisation, il y a une sorte de squelette qui existe sur lequel je vais mettre du gras qui part un peu dans tous les sens. Et quand on a fini l'album, ok, on est content, enfin, généralement j'espère, mais quand on va le relire, il y a une structure qui est tellement itinérante avec du gras qui a été mis un peu n'importe où qu'on va avoir oublié les choses qui font un petit peu le sel des histoires la vitalité, la créativité des personnages, leur humanité, qui font que bah voilà, comment dire, ça donne une richesse qui m'intéresse. Je ne dis pas non plus qu'il faut faire que comme ça, hein, mais l'improvisation, à mon avis, permet la relecture plus facile que quelque chose qui est trop circonscrit dans des schémas narratifs avec exposition du personnage, climax, fin, qu'on connaît déjà trop bien. Vous savez, un récit, c'est une aventure. C'est une aventure, on part, et on a beau échafauder, on a quand même une architecture globale. François Skeuten, co-auteur entre autres avec Benoît Peters de la série Les Cités Obscures. Mais nous, on aime bien se laisser aussi des zones où, comment dire, le récit va avoir sa propre énergie. Et on aime bien qu'on puisse profiter de ça et que des choses puissent se découvrir en se faisant. Pour que ce ne soit pas un récit trop fabriqué, qu'on ne sente pas trop le Lego, l'assemblage. Donc il faut garder une part d'improvisation et en même temps, il faut une structure, évidemment, qui permettent que vous retombiez naturellement sur vos pattes. Et donc, c'est un jeu entre cette notion d'une architecture narrative solide et en même temps une notion de vie, que la vie et l'espace de l'émotion et de ce qui peut arriver en cours d'un récit soit encore possible. Ce qui veut dire qu'un récit n'est pas figé dans le marbre et qui peut changer au cours de la... Oui. Ah, ouais. Il peut y avoir de belles surprises. Et des mauvaises. C'est-à-dire que, oui, il faut prendre des risques. Sinon, écoutez, vous allez passer 3 ans avec une histoire. Et vous ne pouvez pas, prévoir à la fin de vos 3 années exactement les cases que vous allez faire. Mais c'est absolument épouvantable. Donc, bon, sur le Blake et Mortimer, j'étais quand même assez précis parce que c'est quand même une mécanique un peu plus serrée. Là, je me suis quand même forcé à être un peu plus dans les clous. Mais on a encore retravaillé, réouvragé. Mais par exemple, Franquin, lui, il supportait pas que le récit soit... de savoir trop à l'avance ce qu'il allait faire. Parce qu'en fait, du coup, ça ne le surprenait plus. Et si ça ne le surprenait plus, ça l'ennuyait. Du coup, il se dit, bon, bah, il faut refaire ça j'ai déjà vu. Donc, les scénaristes ou co-scénaristes devaient faire preuve de beaucoup d'ingéniosité pour ne pas lui dévoiler exactement tous les détails, pour qu'il ait la surprise de le découvrir. Et qui, du coup, en le dessinant, il ait l'énergie de la découverte. Je me méfie beaucoup du confort et de l'efficacité. Et c'est pas du tout ce que je recherche dans mes histoires. Louis Fang, scénariste entre autres des bandes dessinées L'odeur des garçons affamés et Olifante. Je n'ai pas envie de faire de scénarios bien ficelés, même si j'apprécie voir des films ou lire des livres où c'est extrêmement bien fait. J'aime être bluffée par ça, mais moi, dans ce que je fais... Je n'ai pas envie d'aller vers une mécanique bien huilée, qui fonctionne, parce que pour moi, c'est de l'enfermement, justement. C'est une image finie, c'est une forme finie. Et ce que je cherche, c'est le déraillement, c'est cet écart qui fait que la piste, elle va dévier, elle va faire une sortie de route, et puis on va aller je ne sais pas où. Et c'est cette perte de contrôle, hein, à un moment... qui fait que on va découvrir des choses inattendues. C'est l'accident qui m'intéresse. Parce que dans l'accident, c'est d'autres choses qui vont intervenir. C'est l'inconscient.
c'est le hasard, même s'il n'y a pas de hasard. En tout cas, c'est la capacité de jouer avec ce hasard-là, de créer quelque chose avec l'inattendu. Mais aussi parce que j'ai envie que mes lecteurs soient déroutés, et qu'ils ne soient pas dans un programme. Même si j'aime les scénarios, enfin, j'aime regarder ou lire des choses bien huilées, j'ai horreur de pouvoir prévoir ce qui va se passer. Et le jeu qu'on a avec Philippe Dupuis, mon mari, et notre fils, quand on regarde un film, c'est d'essayer de deviner ce qui va arriver. On dit, ah, tiens, tu vas voir. Alors lui, je le sens pas, je pense que c'est un coupable. Et si on tombe juste, bah, c'est mort. Hein. C'est dommage. Ou si on se dit, tu vas voir, il va résoudre le truc, mais il va y avoir un twist juste derrière qui fait que tout va se retourner. En fait, ça va pas être ça. Et même si cette prévisible se produit quand même, c'est décevant. Donc voilà, si moi je suis dans un programme d'écriture en disant j'ai tout bien ficelé et je sais ce qui va se passer, je vais tout contrôler, je me dis qu'un lecteur malin, il va avoir aussi 10 pas d'avance sur l'action et qu'il va deviner. Et ça, j'ai pas envie. Donc le seul moyen pour moi, c'est que moi-même, je ne sais pas ce qui va arriver. Je sais pas comment ça va se terminer. Je sais pas ce qui va arriver à mes personnages, ni comment ils vont réagir à certaines choses. Ce que je mets juste en place, c'est un cadre, ce que je fais avec la documentation, avec la réflexion, la conceptualisation, pour délimiter le terrain de jeu. Mais à l'intérieur de ça, tout peut arriver. Et il peut même y avoir des endroits cachés. Et il y a toujours des endroits cachés où, moi, quand j'avance, ah tiens, je tombe sur un truc, j'y avais pas pensé. Tiens, c'est rigolo. C'est quoi ce petit chemin de travers? Je vais l'emprunter, je vais voir ce qui se passe. Et le lecteur, je l'espère, sera dans la même position que moi, c'est-à-dire il ne saura pas. Quand on n'a pas un scénario qui est fixé depuis le début, ça implique une écriture qui est beaucoup plus modulaire et qui fait qu'on avance, on n'avance pas forcément de façon linéaire dans le récit. Ou en tout cas, si on avance de façon linéaire, on revient souvent en arrière, on rajoute des choses, on remonte. On est plutôt en train d'organiser une sorte de matière qui se crée dans le dessin, quoi. Thierry Van Asselt, auteur entre autres de la bande dessinée La véritable histoire de Saint-Nicolas et co-auteur de Vivre à Fandisco. Moi, c'est ça qui m'excite dans un processus de création et dans l'écriture d'un livre. C'est plutôt de trouver une forme de narration un peu particulière. Enfin, là, maintenant, je suis en train de travailler de finir La véritable histoire de Saint-Nicolas, qui est sans doute le livre le plus simple et le plus classique que j'ai fait. Et là, effectivement, je l'ai aussi... j'avais pas écrit le scénario avant de commencer. J'avais une sorte d'énergie, en fait, une couleur, une colère même, qui m'a poussé, et donc je savais vers quoi j'allais, mais le final et l'histoire, elle s'est développée au fur et à mesure. Et là, c'est un livre tout à fait linéaire. En fait, j'ai commencé à la page 1 et je l'ai terminé à la page. J'ai été vraiment dans un sens et j'ai adoré ça. Je l'ai vécu vraiment comme une sorte d'apnée, quoi. Un truc où on plonge et on avance tout droit et le plus vite possible. Mais je ne referai pas sans doute un deuxième livre comme ça. J'ai un autre livre qui est en cours qui s'appelle L'imitation de la bande dessinée, qui est un travail de peinture. C'est des huiles sur toile et c'est toutes des peintures faites sur le motif comme un peintre du dimanche, quoi. J'ai mon chevalet, je m'installe et je peins. Et après, je cherche comment mettre en relation toutes ces images peintes pour créer une sorte de récit, en partant de la contrainte qu'en fait toutes ces images sont pas du tout des images de bande dessinée, parce qu'elles sont même le contraire, ce sont des images figées, arrêtées, puisque pour que je puisse dessiner quelque chose, il faut qu'il soit immobile, et que la bande dessinée est quand même un médium qui imite le mouvement, et quand on met des images ensemble, on joue de l'espace intericonique pour créer une dynamique entre deux images et une phrase. Et ici, mes images, elles sont toutes figées, mais j'arrive quand même à créer... Enfin, j'essaie de créer quelque chose d'autre qui joue entre la confrontation, le symbolisme et le voisinage spatial, en fait. Voilà. Et donc, je crée quand même une sorte de récit. Et ça n'a rien du tout à voir avec ce que j'ai fait sur Saint-Nicolas, ou même sur ce qui se passe dans Fandisco. Voilà. Donc, pour moi, ça, c'est un grand
plaisir. Et là, maintenant, j'ai vraiment plongé pendant longtemps dans Saint-Nicolas et je vais repasser sans doute sur l'imitation de la bande dessinée. Ça me fait du bien, en fait, de changer radicalement d'univers, d'outils, de manière de raconter. J'essaie de laisser, dans tous les cas, dans tous les projets que je fais, une part d'improvisation, parce que même, par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur le fait d'avoir un scénario, mais même en fait dans la partie du découpage, quand je fais un découpage, j'ai une idée encore assez vague de l'image, c'est-à-dire que j'ai une idée de l'action que les personnages vont mener, de l'espace dans lequel cette action existe, de la distance à laquelle et de l'endroit à laquelle je vois cette action, de la lumière qui va venir dessus. Mais il y a plein de choses que je rajoute quand je passe à la réalisation, plein de nouvelles idées d'arrière-plan, d'objets, d'accessoires. Et en fait, finalement, j'aime bien avoir cette liberté-là de pouvoir encore enrichir et complexifier la scène au moment où je passe au définitif. Je travaille quand même beaucoup avec des grandes images, donc souvent des pages avec uniquement 2 cases par page. Et donc j'aime bien qu'il y ait plein de trucs dans ces cases, mais si on rajoute des choses, il faut pouvoir les réutiliser après. S'il y a un scénario qui a déjà été prévu à l'avance, ça peut pas marcher parce que ces éléments que je rajoute quand je suis vraiment dans la phase de dessin, à la fin ça devient un peu comme une avalanche, quoi. J'en rajoute un, puis j'en rajoute un autre, et en fait ça peut arriver à faire glisser complètement mon scénario. Un exemple tout bête, mais dans Saint-Nicolas, à un moment, Saint-Nicolas, il se balade, il arrive dans un campement de migrants, et il a son bâton, sa crosse, quoi. Et donc il est hébergé par les migrants dans leur tente. Il leur offre un peu des cadeaux et tout. Et puis il repart le matin, et en fait je décide de repartir, j'ai oublié de lui mettre la crosse. Et je me dis merde, je vais pas refaire la page et tout. Du coup, après ça, j'ai fait une image où j'ai les 2 enfants qui sortent de la tente avec la crosse. Et Saint-Nicolas était déjà parti assez loin quand j'en suis rendu compte. Il était en train de balader. Il avait déjà eu le temps de traverser ça se passe plus ou moins dans la jungle à Calais, quoi. Et donc les 2 enfants lui courent derrière avec sa crosse. Puis Saint-Nicolas se retourne, les voit arriver, il lui rend sa crosse. Pour les remercier, en fait... Il les sacre un peu avec sa crosse et ça fait une sorte d'effet magique et ils sont déguisés, en fait, ces 2 petites filles. Il y en a une qui a une robe de princesse rouge et l'autre qui a un costume de licorne. Et donc voilà, c'est un truc, j'avais pas du tout ça dans mon scénario. C'est vraiment parce que Saint-Nicolas a oublié sa crosse dans la tente que ce truc est arrivé. Et que ces 2 petites filles sont devenues des personnages principaux de l'histoire, parce que je trouvais ça dément qu'elles soient habillées en princesse et en licorne, et qu'elles se trimballent dans tout ce monde horrible par après, surtout qu'on les reconnaît bien. Voilà. Ça, pour moi, c'est quelque part les bienfaits de l'improvisation. Je pense pas que j'aurais pu écrire cette scène si Saint-Nicolas avait pas oublié sa crosse dans... J'aurais pas pensé à un truc pareil. Et c'est venu un peu magiquement comme ça dans l'histoire. Et c'est des portes que je veux me laisser toujours ouvertes, en fait. Là, sur les Michel Vaillant, j'ai toujours déjà 2-3 histoires... Enfin, quand je dis histoire d'avance, oui et non. Je sais 2-3 albums à l'avance, de quoi ça va parler. Denis Lapierre, scénariste entre autres de la bande dessinée Le Fossoir et repreneur de la série Michel Vaillant. Voilà, j'ai déjà donc de la documentation. Donc si je prends juste les 2 séries de Michel Vaillant sur lesquelles je travaille, pour chacune, j'ai déjà 3 albums en préparation, avec chaque fois des documents, des trucs. Donc je jongle déjà en avance là-dessus. Et donc j'en parle avec les dessinateurs, j'en parle avec l'éditeur. Enfin, l'éditeur, c'est devenu moi, mais avec Jean-Louis Dauger, qui est mon binôme, qui est on va dire le directeur de la marque Vaillante. Et donc on en parle ensemble. Et donc on est tous d'accord, on sait tous
3 ans à l'avance ce qu'on va devoir dessiner, quoi, et travailler sur ce sur quoi on va devoir travailler. Je trouve ça très important que tout le monde soit au courant, que tout le monde soit investi, et qu'il y ait pas que tout le monde se réjouisse de dire après ça, je sais qu'il y a encore ça, après ça, je sais qu'on va faire ça. Et voilà. Ça, c'est important. Chacun a le temps de l'accepter et d'être prêt pour ça. Oui, voilà, et qu'on se mette d'accord là-dessus. Par exemple, si je dis, ben voilà, le prochain, c'est sur Indianapolis, puis après, on fera ceci, et après encore, on fera ça, et que au moins le dessinateur me dise, oh non, ça, tu vois, ah, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, comment, bon, on va trouver autre chose. S'il me dit, ouais, génial, bonne idée et tout, et qu'on cherche déjà des documents, chacun dans notre coin, parce qu'on voit passer les choses. Voilà. C'est important de se projeter. Quand on fait des séries, les one-shots, c'est complètement différent, évidemment. Mais quand on fait une série, aujourd'hui, de toute façon, il faut l'enrichir, il faut des arches narratifs. C'est pas juste l'histoire de X qui fait ça. Il y a X qui fait ça, puis il y a Y qui fait ça, puis il y a Z qui fait ça, et donc d'album en album, les 3 arches narratives s'entrecroisent, se mélangent. Donc il faut gérer tout ça, et voilà. Il faut savoir où on va. Enfin, j'aime pas trop l'improvisation, en fait. J'aime bien quand on se donne la peine de réfléchir, de travailler, d'enrichir, et pas juste dire on verra bien au découpage les idées qui me viendront. Ça, j'aime pas trop ça. Les idées, je me dis ça au moment où j'ai écrit, où je travaille un synopsis, c'est-à-dire au moment où vraiment je mets en place l'histoire, mais pas au moment où je dialogue et où je découpe. Là, je sais que là non, là je peux pas avoir d'improvisation. Je peux pas me dire on verra bien. Oui, il n'y a pas beaucoup d'improvisation. Il y a des très longues préparations. J'ai des livres que je pense des années à l'avance. Jean-Luc Cornette, scénariste entre autres des bandes dessinées Vénus à son miroir et Mickey et les 1000 pattes. Voilà, Suis sur Velasquez a commencé il y a presque 10 ans. J'ai été à Séville en voyage. Donc c'est à Séville qu'est né Velasquez. J'ai trouvé un bouquin sur lui que j'ai lu pendant mon séjour à Séville. J'ai fait les musées parce que je voulais voir les toiles. Il n'y en avait pratiquement pas parce qu'en fait, dès qu'il a su peindre, il est parti à Madrid. Donc, tout est au Prado à Madrid. Et donc, et ça m'a tourné dans la tête, surtout que le livre que j'avais lu me donnait déjà des indices sur une période de sa vie qui m'a tout de suite fasciné. Et donc, j'ai lu des livres sur lui, donc des livres d'historiens de l'art spécialisés en Velázquez, si je puis dire, autant contemporain que de l'époque, que de son époque. J'ai lu d'autres livres sur cette époque-là. J'ai lu des romans aussi qui parlaient de lui ou de l'époque. J'ai accumulé une documentation et tout ça faisait que ça tournait dans ma tête, que je voyais les 2 éléments que je voulais réunir. J'ai commencé à prendre des notes et voilà. Et quand je me suis dit c'est bon, je me lance dans le scénario, j'avais pas plus qu'à l'écrire, mais je veux dire, j'avais tout en tête, je savais les points précis que je voulais raconter, donc là, à partir de là, je commence à structurer justement, à me dire ça doit arriver là, le tel personnage à cet endroit-là, je vais montrer ça, et pour montrer ça, il faut que j'en parle déjà avant, enfin bref, c'est la structure, il faut faire des ponts entre les séquences pour que les choses ne tombent pas du ciel. Voilà, voilà, disait les choses qu'il ne faut pas faire en scénario, c'est le fameux Deus ex machina. Donc c'est pour les gens qui ne savent pas ce que ça signifie, c'est le scénariste se prend pour Dieu, donc intervient. Donc il dit voilà, le personnage est en danger, il doit traverser une rivière pleine de crocodiles. Comme par hasard, il y a une barque sur le bord et il la prend. Non, c'est ça, on peut pas. S'il y a une barque sur le bord, alors il fallait que 30 pages avant, on ait montré que justement, il y avait une barque qui était arrivée là et pour une raison précise. Donc c'est un peu ça. Donc
les scénarios que j'écris, souvent, quand une action se passe, elle est préannoncée une ou deux fois avant dans le récit, parce que ça peut pas, les hasards ne sont pas acceptables. J'aime bien d'attacher beaucoup de soin au scénario. Je le travaille toujours en amont, chaque détail est écrit à la virgule près. Alix Garin, autrice de la bande dessinée Ne m'oublie pas. Même si quand j'écris, j'ai déjà presque le film dans ma tête, le découpage, je l'anticipe très fort, mais je le fais pas encore, je fais pas les deux en même temps. Je suis pas dans l'écriture automatique, j'admire les gens qui font ça, mais moi j'ai besoin de ce contrôle et de me dire, ok, avant de poser mon crayon sur le papier, je sais exactement où je vais. Et j'ai l'impression, en fait, écrire un scénario et donc réaliser un album de bande dessinée, j'ai l'impression d'être sur un char tiré par 4 chevaux en furie, quoi. Il faut tenir les rênes de toutes ses forces et éviter de partir dans toutes les directions. Et il faut absolument savoir où on va. Comme quand on fait de l'aquaplanage sur l'autoroute, quoi. On nous dit regardez où vous allez, pas vers où vous glissez, parce que sinon vous allez partir en cacahuète. Et c'est un peu ça, faire de la bande dessinée. On a énormément de responsabilités, on est seul aux manettes. Et si tu sais pas où tu vas, à moins d'un gros coup de chance, tu peux vite déraper complètement et te retrouver au milieu de nulle part. Et ça demande beaucoup d'énergie de rattraper le coup. Et je le dis parce que ça m'est arrivé. Il y a des histoires qui m'ont complètement échappé, où j'ai pas voulu me rendre compte suffisamment tôt que j'allais pas dans la bonne direction, et je me suis retrouvée au bout d'un an, 3 versions de scénario et 270 pages de découpage dans une impasse où je me rendais compte que c'était pas ça que je voulais raconter. Et ça, c'est dû à... j'avais pas bien identifié est-ce que je voulais vraiment raconter cette histoire ou pas, et je me suis un peu précipitée. Et c'est des choses qui arrivent, et j'ai appris beaucoup de cette expérience, de me dire ok, et c'est là que l'instinct revient aussi, c'est que parfois il faut aussi écouter son instinct. Et depuis le début, j'avais un doute quant à cette histoire. Je me disais, est-ce qu'elle vaut vraiment la peine d'être racontée? Et en fait, se poser cette question, c'est y répondre. Et j'aurais dû me dire, si je me pose la question, c'est que la réponse est non. Et je me suis dit, non, fais-le, donne une chance. Une fois que le scénario a été écrit, j'étais là, ça marche pas très bien, mais peut-être qu'en le découpant, le truc va prendre vie et tout. Et ça n'a jamais été le cas. Et voilà, et c'est pas grave. Parce qu'il y a parfois, en poussant un petit peu, peut-être que ça devient le cas. Ouais. Oui, peut-être. Et c'est à cette idée que j'ai voulu me raccrocher, parce que je veux absolument pas baisser les bras. Je suis très jusqu'au boutiste. Et c'est aussi pour ça que j'ai aucun regret, parce que voilà, maintenant j'espère que la prochaine fois je saurai mieux identifier. Et ça, c'est très subtil, hein. Il y a pas, ça se quantifie pas, c'est très subjectif. Mais à quel moment est-ce que je peux sentir ou non que l'histoire peut être racontée? Et maintenant que je suis repartie sur un nouveau projet, là, je sens cette petite flamme, la même que j'avais pour Ne m'oublie pas, par exemple, une sorte de conviction qu'il y a quelque chose à raconter. Et que ça, envie de le raconter. J'ai besoin de le raconter, et voilà. Et ces projets où tu as été un peu dans une impasse, dans un cul-de-sac, est-ce que tu les as repris, tu les modifies pour quand même en faire quelque chose, ou bien qu'est-ce que tu en fais de ces projets? J'accepte qu'ils vont au cimetière des autobus. C'est pas grave. Je crois pas que j'y reviendrai un jour. Parce qu'un jour, c'est quoi? Il est long, le temps de la bande dessinée, quoi. Un album, en tout cas pour moi, c'est minimum 2 ans. Oh, dans 2 ans, je pense que j'aurais envie de raconter autre chose. Donc voilà, c'est comme une sorte de pierre blanche sur ma brève carrière pour l'instant, mais elle sera là pour me souvenir que, voilà, on fait tous des erreurs, quoi. Et c'est super méga important. J'ai énormément appris. J'ai appris autant de ce projet que j'en ai appris de Ne m'oublie pas, quoi. Il y a eu un peu l'alpha et l'oméga de ce qui était possible. Je veux dire, le hasard heureux dans Ne m'oublie pas, où ça a très bien marché, et puis ça, où ça n'a pas du tout marché. Et donc, c'est bien parce que ça resserre un peu le champ des possibles, où maintenant, je pourrais mieux identifier ce qui me correspond, en tout cas moi, en tant qu'artiste, et ce que j'ai envie de raconter.
c'est difficile, moi, le scénario. Je peux pas vendre, je peux pas faire un Word à un éditeur. Je vais écrire en dessinant. Donc j'ai des milliers de pages de patates qui parlent. Marion Montaigne, autrice entre autres de la bande dessinée Dans la combi de Thomas Pesquet et de la série D'humour à moins bête. Et je peux pas écrire un texte sans qu'il y ait une patate qui parle. Il faut qu'il y ait un bonhomme qui se fasse un truc. Et je sais pas. Je pense que si je devais rendre un Word, il faudrait d'abord que j'ai fait un storyboard pour le visualiser. Donc c'est pas, ça me fascine les gens qui arrivent à écrire un scénario. À dissocier les et mots à ranger, du et à dessin. ranger, parce que j'ai l'impression de pondre du rush comme un documentaire, mais dans tous les sens. Et après, je vais remettre dans l'ordre, mais je ne sais pas ce que je fais. Je filme n'importe quoi, le papillon qui passe, etc. Donc j'ai plein de trucs, et après, il faut faire le tri. C'est pas ordonné du tout. C'est du n'importe quoi. C'est très, on va dire que c'est organique pour être positif. C'est bordélique pour être négatif. Mais voilà. J'avais entendu que pour Thomas Pesquet, oui, tu avais tellement de données que tu as dû faire le tri. Alors, mais je me suis ça, c'était difficile. Mais je le fais toujours. Je crois que j'utilise que 10% de ce que je lis. Et tout est intéressant, en fait. Mais il y a des moments où je crois que je savais même comment l'histoire du boulon, de la perceuse qu'ils utilisaient, quoi. Enfin, je lisais des trucs. En fait, en plus, j'ai un côté, je veux comprendre. C'est-à-dire, si je parle d'un système d'épuration de trucs, je vais lire des articles dessus sur le site de la NASA. Je veux savoir. Parce que je me dis, on n'est pas à l'abri d'un truc rigolo. Peut-être qu'il y a quelqu'un comment ils l'ont créé, est-ce qu'il y a un filtre qui est utilisé, je sais pas. Il y a des trucs mais hallucinants. Je crois qu'au début, quand on savait, non, faut pas me lancer là-dessus. Quand on savait pas si les astronautes arriveraient à manger dans la pesanteur, ils ont fait des tests avec des animaux. Je me demande si c'était pas des tortues et je ne sais plus pourquoi. Et donc évidemment, quand vous lisez ça, vous faites mais c'est pas possible. Faut que je raconte, mais il faut trier parce qu'après vous partez dans tous les sens. Dans cette phase de tri, alors est-ce qu'il y a un tiers qui est là pour t'aider un tiers, oui, il y a l'éditeur, l'éditrice Pauline. Je lui demande mais elle voit, elle me connaît depuis assez longtemps et elle voit quand je pars en sucette un peu. En fait, c'est comme si tout en tricotant, des fois, je prends un fil de laine et je le découds. Et je vais le découdre trop loin et je suis partie... je suis pas le chemin. J'ai pris un petit chemin et je suis partie trop loin et on me retrouve plus et je reviens et ça sert à rien. Donc elle est tout le temps comme ça, essayer de me remettre sur le chemin. Mais c'est nécessaire. J'ai besoin de tout... c'est beau, de tout explorer. Je sais pas, je suis comme les chiens, là, quand... En forêt, vous savez, qui vont partout, qui vont tout renifler, au lieu de prendre le chemin tout droit, voilà, c'est ça. Voilà, il y a un chemin beagle, ici, mais ils sont obligés d'aller... la beagle du dessin. Les fois, on me perd, donc il faut me mettre un GPS. Et J'ai tendance, dans un premier temps, je pense, à essayer de structurer par l'écrit. Donc je fais quelques petites phrases en fait pour rythmer en disant il va se passer ça, et après il y aura une séquence, il y aurait ça. Sacha Gurg, auteur entre autres des bandes dessinées Nues et L'Archipel. Pour avoir une espèce de déroulé où je peux mentalement me projeter. Et j'aime bien avoir, c'est pas toujours évident, mais ça permet d'avoir quelque chose de très condensé. Donc on peut survoler son histoire en une page à 4, limite. Et donc on peut revoir le truc en disant il se passerait ça, et à ce moment-là il y aurait ce moment de bascule, ce truc-là, ce moment-là important, et puis là cet événement. Et donc on peut un peu tout voir comme ça et voir déjà, essayer de s'imaginer, pour essayer de toujours pouvoir survoler le récit au maximum dans un premier moment, quoi. Et puis on peut pas tout préparer comme ça. C'est pour ça que je suis toujours assez fasciné par les scénaristes qui arrivent à mentalement poser une histoire. Parce que moi, je trouve que justement, quand on commence à découper ou à mettre en scène, il y a des choses qui émergent. On se fait surprendre nous-mêmes par des choses. Des personnages se mettent à exister un peu par eux-mêmes. Les lieux, en fait, quand on commence à les dessiner, font « Ah, mais si c'est comme ça, mais tiens, en fait, je pourrais faire autre chose, etc. » Et en fait, quand l'image arrive, il y a un peu des nouvelles choses qui arrivent aussi. Donc, on ne peut pas tout figer comme ça par l'écrit. Bon, c'est peut-être parce que j'écris pas tant que ça. Je ne fiche pas tout par l'écrit, ce qui fait que c'est assez rudimentaire, ce qui fait qu'en fait je dois compléter par l'image, et qu'à ce moment-là, les choses se complètent, et puis voilà. Tu disais, oui, que parfois les personnages agissent par eux-mêmes.
Est-ce que tu dirais que souvent tu peux avoir cette sensation d'autonomie des personnages? C'est quelque chose que je pense que plein de gens connaissent. Et ça vient au bout d'un certain nombre de pages, quand on les a suffisamment fait exister, de façon un peu mécanique au début, un peu artificielle. À un moment donné, ils commencent à exister pour nous, ça devient des êtres à part, et c'est plus facile de les faire exister, de voir ce qu'ils vont dire à la première séquence suivante, voire même des fois on se rend compte qu'ils ne peuvent pas dire n'importe quoi. Enfin, ils ont déjà un dialogue qui est quasi préécrit parce qu'ils commencent à être autonomes, quoi. Ça, c'est assez sympa, quoi. Et ça met beaucoup de temps, tu dirais, souvent à advenir, ou ça arrive assez vite? Après 18 pages. Non, je sais pas. Ça dépend à quel point les personnages sont mis en scène et il leur arrive des trucs. Parce que si c'est un personnage qui marche dans la rue pendant 10 pages, ben, évidemment, il n'existe pas, quoi. C'est peut-être les situations, oui, qui traversent, qui le révèlent. Oui, qui font qu'il commence à s'incarner, et puis qu'à un moment donné, il a vécu suffisamment de trucs pour qu'il devienne... il existe, quoi. Mais je parlais des 20 pages parce que pendant tout un temps, moi j'avais un blocage. Je me rendais compte que je démarrais des histoires comme ça un peu spontanément et autour de la page 20, j'avais un espèce de mur. Mais parce que je démarrais les choses et j'avais théorisé pour moi-même ce fameux mur des 20 pages. Je pouvais souvent démarrer un truc, j'avais une idée, une séquence, je dis ah ouais, je commence une histoire, c'est sympa, mais après comment est-ce qu'on la continue? Mais bon. Parce que c'est pas parce qu'on lance une histoire, une piste, après, en fait, il faut écrire la suite, quoi. En janvier, j'ai fait un petit fanzine et j'ai fait 12 pages. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait ça, qui est potentiellement à suivre. Et en fait, 12 pages, c'était un peu Bon, c'était assez condensé, mais ça aurait pu être 15, mais c'était pour des questions de fanzine. Je vais rentrer dans les 12. Mais c'était le premier jet, la première mise en place, l'intrigue, le truc, on découvre les personnages, etc. Alors, pour revenir à tout à l'heure, c'est déjà assez pour que les personnages commencent vraiment à exister. Donc, je pense que voilà, il y a un peu la réponse. Déjà en 12 pages, là, ça fonctionne. Les personnages commencent à s'incarner, commencent à avoir des attitudes. Bon, pas dire oui ou non à n'importe quoi. Enfin, c'est assez marrant. Mais voilà, c'est la première salve, et puis il y a comme un espèce de truc qui commence un peu à s'épuiser, donc il faut quasi chapitre suivant, faire un break et reprendre, quoi. Et donc là, c'est un peu... c'est dur de continuer d'une traite le récit, en fait. C'est comme s'il y avait quelque chose qui se fatigue un petit peu. Il faudrait dire, bon, en fait, je raconte quoi, là? Est-ce que je vais tenir la route? Ça parle vraiment de ça? Ou est-ce que je vais partir sur autre chose? Et donc là, moi, je l'ai conçu en 12 pages parce que, bon, on peut faire du fanzine, mais ça, j'aimais bien, parce que j'avais fait ça pour Nu, mais c'était plus court, je crois que c'était 8. Enfin, c'est des séquences de 8 pages, parce qu'en fait, on laisse reposer, on reprend et on écrit 8 pages. Ce qui est une bonne petite session. Et on s'arrête sur un petit... que se passera-t-il après? Puis on y pensera plus tard quand on fera l'épisode suivant. À l'époque de Nu, c'était assez irrégulier. Il y a eu des moments où c'était presque tous les mois, puis après, des moments où c'était beaucoup plus espacé. Mais là, pareil, donc j'ai fait ce truc en janvier. Bon, si là, peut-être cette année, je suis occupé sur autre chose, mais peut-être l'année prochaine, à Angoulême, je ferai la suite. Mais ce sera rigolo de reprendre avec beaucoup de repos. Un an après, la suite est de refaire 12 pages. Ah oui, donc c'est vraiment 12 pages finies, imprimées. Ouais. Et donc fixées. Ouais. Et donc dont tu connais pas encore la suite. Non, ouais. Ah ouais. Et donc je peux en refaire 12 plus tard. Alors peut-être que j'en ferai... Enfin, je m'étais dit comme ça, peut-être que je ferai 4 épisodes et ça peut faire peut-être un récit d'une 70 de pages qui tient, ou plus. Ou je peux m'arrêter là. Enfin, je peux aussi dire, en fait, ça ne m'intéresse plus de faire ce truc. Et c'est un petit machin... Pour Nu, donc c'était comme ça, c'est ça? Tu savais pas exactement où ça allait, mais non. Ah ouais. Non. Sur la fin, j'ai dû quand même un petit peu travailler. Après, à un moment, il faut retomber sur ses pattes. Et pour Nu, il fallait un peu rentrer, il fallait faire atterrir avec ce truc quand même, et puis essayer que tout fonctionne un petit peu. Il y a un peu de retouche sur la fin, de correction. De plus en plus que j'avance dans le temps, j'ai essayé de m'amuser de plus en plus et de sortir dans les devoirs. Ah, doit être comme ça, doit être comme ça. Lorenzo Mattotti, auteur entre autres de la bande dessinée Feu et du livre d'illustration Hansel et Gretel. Mais par contre, comme j'aimerais bien qu'il soit, ou comme il sort les choses. Si je pensais comme devait être Hansel et Gretel, j'aurais jamais fait dans ma vie Hansel et Gretel. Hansel et Gretel, il est sorti parce que je devais faire des grandes planches pour une exposition. Et je ne pensais même pas au livre.
J'ai pensé à la possibilité d'être vu, les planches, et je me suis amusé avec les pinceaux et tout ça. C'est après que j'ai dit, ah, casse, je pourrais faire un livre avec ça. Et c'est comme ça que c'est devenu, c'est un travail extraordinaire. Parce qu'il y a toute l'énergie, toute la force, toute la liberté d'un livre jamais conçu. Je crois qu'un des gros problèmes que je trouve, c'est le conflit entre projet et improvisation. Quand tu as un projet, les projets déjà t'influencent. Tu construis des structures, une structure architecturale. Déjà, tu penses à tous les... Déjà, tu penses trop, structure pensée, et tu lèves d'espace à la spontanéité, à l'expression, à la magie, à l'immédiat, à la magie du trait, à l'improvisation. Quand tu arrives à créer un projet avec l'improvisation, là, tu passes des niveaux. Tu passes à un niveau plus haut pour moi. Moi, je passe à... Et les dernières, tout mon travail dernier, ils essaient de faire ça. Oltremaille, je ne sais pas si tu connais Oltremaille. C'est un livre de planches, 58 planches. Ils sont tous improvisés. Ils sont tous improvisés et après je l'ai mis comme un projet. Mais c'est là que tu trouves les plus hauts niveaux des possibilités d'une image. Les mystères, la composition, la force, la narration. C'est là qu'on commence à créer quelque chose de vraiment fascinant. Et dans tes bandes dessinées, tu as toujours eu cette... ce souci. Dans la bande dessinée, c'est très compliqué d'arriver à ce niveau-là. Je crois que je suis arrivé dans Feu parce que la bande dessinée, pour moi, dans cette période, c'était le niveau plus haut de langage que je pouvais arriver. Et j'ai essayé de le faire le niveau plus haut que je pouvais faire, moi, dans la bande dessinée. Et c'est pour ça que j'étais tellement concentré à faire une bande dessinée comme ça. Après, je crois qu'il y a dans Stigmate, il y a dans Guirlande, beaucoup de choses. Après, oui, après, il y a aussi l'expérience. Aussi dans Jekyll et Hyde, il y a des choses. Caboto, il est beaucoup aimé. Essaye tout le temps de mettre du mystère, de les merveilles. C'est pour ça que chaque fois, ils sont différents, mes livres. Chaque fois, ils sont très différentes. On ne peut pas les paragoner, comment dire, les mettre un côté l'autre, de faire des... Parce que tu essayes de laisser cette part d'improvisation dont tu parles. J'essaie toujours de me réveiller, mais la bande dessinée, il y a ce côté projectuel que ça casse tout le temps quelque chose. Je te fais un exemple, Guirlande. Je voulais utiliser la même légèreté, la même poésie, la même impalpabilité qu'il y a dans mes dessins de lignes fragiles. Mais mes dessins de lignes fragiles sont tous improvisés. Tous les dessins de lignes fragiles, chaque fois, je ne sais jamais où je suis en train de faire. Il y a cette magie. Et dans Guirlande, déjà, je devais définir les personnages. Déjà, je devais les encadrer. Déjà, les traits, il était déjà plus étudié. Déjà que tu études un trait, ça perd beaucoup. Ça devient un projet. Je ne dis pas que c'est moins ou bien, mais c'est différent de ce que j'ai essayé, mais ça ne pouvait pas passer. Alors, l'improvisation de Guirlande, il y en a. J'ai essayé de me donner des espaces où les dessins, il était libre, les pages, il étaient libres, et je devais improviser. Je savais ce que je devais faire, déjà ça ne va pas très bien, mais
quand même, j'ai improvisé en direct les dessins. Et il y a des moments de respiration, il y a des moments où l'histoire, vraiment, il s'élève. Les mystères, ils s'élèvent. C'est ça, il faut rechercher toujours un mystère. D'abord, quand je viens dans mon atelier, j'essaie de laisser toujours un espace à l'improvisation, à mes cahiers. Soit vers la fin de journée, ou quand je n'ai pas envie de travailler, j'ouvre mes cahiers et je commence à dessiner librement. Et ça, c'est un moment de plaisir, de gros plaisir pour moi même. Et c'est bien de se remettre en relation de plaisir avec son dessin, parce que peut-être que pendant un travail long, parfois on perd le plaisir du dessin parce que ça devient un métier. Et alors je dois toujours retrouver une sorte de plaisir, de relation directe avec mon dessin. Et l'improvisation et mes cahiers, ils me le donnent. Un exemple très précis, cet été, je devais faire la série de Lancelot pour un éditeur italien qui est en train de faire la traduction intégrale de Lancelot. Et je savais quoi faire. C'était Lancelot, le monde de Lancelot, complètement à ma façon, évidemment. Je m'amusais bien à le faire. Mais de l'autre côté, dans la journée, je sentais que je ne pouvais pas sortir trop du rail de Lancelot, quand même. Et j'ai commencé à avoir besoin de dessiner librement. Et pour la première fois dans ma vie, je ne voulais même pas réfléchir à quoi faire. Je voulais concentrer sur les traits et sur les gestuels. Et pour ma première fois dans ma vie, je dois dire, j'ai commencé à m'amuser beaucoup à faire de l'abstraction. J'ai commencé à faire des dessins abstraits à la plume, un derrière l'autre, chose que je n'aurais jamais pensé que j'aurais fait avant, parce qu'il y a toujours quelque chose de narratif. Et cette idée de faire l'abstraction, ça me faisait tellement respirer qu'après je revenais à Lancelot, bien, concentré, bien faire, professionnel et toujours m'amusant. Et oui, ça je voulais le dire. C'était le podcast La Planche. Musique par le groupe Le Noir, Kevin MacLeod et Scott Buckley. Un immense merci à tous les auteurs et autrices pour leur patience et de m'avoir accordé de leur précieux temps. Un énorme merci au Musée de la BD de Bruxelles d'avoir financé, suivi ce travail et d'avoir rendu tout cela possible. Des remerciements tout particuliers à Isabelle de Becker, Salva Di Bernardo, Laurent Lenoir, Thibaut Fontenoy, Tine Anthony, Marie Nif et Wivine Van Donade. Un immense merci à ma famille et à mes amis de m'avoir soutenu dans ce périple. Et un grand merci à vous, bien sûr, pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous aura plu. Au revoir.